Alors, nous mourrons tous par petits morceaux, écrivait Voltaire. Quelle curieuse formule. Quelle curieuse formule. Mais on va essayer de comprendre. Bon, la mort est certaine et l'heure incertaine. On ne peut pas parler de la mort sans commencer à donner cette évidence. Mais ce n'est pas si évident que cela. Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. Qui ici croit qu'il va mourir? Alors là, on va faire le pourcentage de ceux qui regardent droit devant et ceux qui regardent droit derrière. Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas. Je prends la formule pour moi. Elle va arriver, mais ce sera toujours inattendu. Même ceux qui sont condamnés, ce sera toujours inattendu. Et ça, c'est une formule d'Alain. Parce que cette mort, c'est le possible de l'impossible. Alors là, il y a énormément de philosophes qui ont formulé cette problématique de cette façon. Le possible de l'impossible. Pourquoi on est gêné avec tout ça? Parce qu'en fait, ça c'est Yankelevitch qui discute cette position. Quand on pense à la mort, on pense et on vit la mort en deuxième personne, la mort des autres. Et que lorsqu'on pense à la mort en première personne, on est dans l'intellectuel le plus pur. Rien dans les tripes. Même au dernier moment. Alors bien sûr, il y a des optimistes en la matière. Marc Aurèle. L'olive de Marc Aurèle. L'olive qui est arrivée à maturité. Quand quelque chose arrive à maturité, c'est que ça va mourir bientôt et s'abîmer. L'olive arrivée à maturité tombe en rendant grâce à l'arbre qui l'a portée et à la terre qui va la recevoir. J'ai quelques difficultés à partager cette conviction de Marc Aurèle, la conviction de l'olive. Alors, la mort dans tous ces états, il n'y a pas une seule définition, il n'y a pas une seule expérience. Il y a autant d'expériences que de sujets, et ces sujets qui en font l'expérience ne peuvent pas nous en parler. La mort des autres, c'est essentiellement de ça qu'on parle. On espère une mort brutale. On n'espère pas une mort bruyante, pleine de douleur, de souffrance et d'angoisse. La mort voulue, on en a parlé tout à l'heure. Je n'y reviendrai pas. Mais on voit à quel point cette mort-là pose des problèmes éthiques. La mort discrète, progressive, de degré en degré, de morceau en morceau, celle-là, on peut la vivre. Vous êtes en la mort pendant que vous êtes en vie, disait Montaigne. Sainte Apolline, qui a perdu une dent. Mais quand on perd une dent à 7 ans, ou à 6 ans, on est
impressionnés, et il nous tarde d'aller mettre cette dent sous l'oreiller pour que la petite souris vienne poser une pièce pendant la nuit. Quand on a, 45, 50 ans, cette dent qui tombe a une signification beaucoup plus funeste. Et donc Sainte Apolline, avec sa dent, qui a l'air de maîtriser la situation, peut-être qu'elle se l'est arrachée elle-même, puisqu'elle a la pince dans la main droite. Alors là, c'est un autre morceau du corps qui part. C'est Reimé Huguet. C'est une jambe. Effectivement, ce patient est mort un peu. Il a perdu sa jambe. Dans ce tableau de Bruegel, on voit que là, la forme humaine tend à se dissocier parce que les pertes de membres sont de plus en plus importantes, imposantes, handicapantes. Et là, ce tableau que tout le monde connaît, le thorax déchiré, la colonne martyrisée, la douleur insistante, permanente, qui fait pleurer. Une partie de Frida Kahlo est morte après cet accident de voiture. Et cette mort va insister chez elle jusqu'à la fin. Tableau de Géricault. Alors si je vais peut-être me permettre de faire une leçon médicale. Vous voyez cette femme? Alors voilà. Elle a la partie du front à droite où il n'y a plus de rides. Le botox n'existait pas à l'époque. Et puis un botox unilatéral, on ne voit pas trop comment on oserait cela. On voit aussi que voilà, la bouche là est attirée du côté gauche, que l'œil à droite est un peu plus petit, que la paupière est plus tombante. Cette femme a fait probablement un accident vasculaire cérébral et une hémiplégie parce qu'elle a une béquille qui laisse supposer qu'au niveau moteur, les membres inférieurs ne sont peut-être pas en parfaite forme. En plus, le regard n'exprime pas une joie immense. Le regard est triste. Cette femme a un certain nombre de morceaux en elle qui sont morts. Et là, c'est ce fameux tableau que j'adore, qui est qualifié, intitulé « La mémoire ». Et la blessure sur le visage renvoie à cette souffrance majeure, fondamentale, que représente la perte de mémoire chez un sujet. Un sujet qui perd sa mémoire, perd une grande partie de lui, son histoire, sa possibilité de rentrer en contact avec l'autre, sa possibilité de s'inscrire dans le sens de la vie, sa possibilité de s'inscrire dans le monde. Cette personne-là a souvent une maladie d'Alzheimer. Alors, énormément de façons de mourir par morceaux. Et ces morceaux morts, on les conserve parce que on vieillit et en vieillissant, nous le savons tous, rien ne s'arrange.
j'ai une épouse particulièrement résistante. Alors que moi, j'ai mal partout, l'héritage maternel, je pense. Mon épouse n'a mal nulle part et jamais. Vous allez me dire, les hommes sont douillés, etc. Bon. Mais il y a quand même une certaine égalité parce que depuis quelques semaines, elle dit, mais j'ai mal là. Les couples fusionnels toujours finissent par se ressembler. Alors, le vieillissement, quelle aventure! Schopenhauer, qui est ce philosophe optimiste que vous connaissez, a dit, il résume notre vie d'une façon foudroyante, la petite enfance est bienheureuse, l'enfance est heureuse, l'âge adulte est pénible, la vieillesse est lamentable. Tout se passe comme si l'existence n'était qu'une succession d'échecs. Et là, vous savez qu'en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les gérosciences, les sciences du vieillissement. Et effectivement, Schopenhauer avait déjà raison. C'est tous ces échecs au niveau de la cellule, au niveau de la mitochondrie, au niveau de la défense contre le stress oxydant, qui conduit à ce que l'on voit. Mais alors les représentations dans la peinture des 3 âges de la vie sont innombrables. L'enfance, bien heureuse d'après Schopenhauer, l'âge adulte, pénible, la vieillesse, lamentable, et la mort qui se profile et qui donne le bras à la vieillesse. Il n'y a pas plus copain que la mort et le vieux. Alors, d'autres, bien sûr, et j'en donne que quelques exemples, ont décrit cette vieillesse. Un état lamentable, disait Schopenhauer, mais c'est aussi la formule de Montaigne. Le vieillissement nous conduit pas à pas, progressivement, de degré en degré, dans un état lamentable. Un naufrage, vous savez qu'on l'attribue à De Gaulle, mais que bien des philosophes latins avaient utilisé cette métaphore. Un naufrage. On prend l'eau de partout. Les oreilles, les yeux, les articulations, la maîtrise vésicale. J'étais hier à côté d'un de mes amis urologues et j'ai lamentablement profité de sa présence à mes côtés pour lui dire quelle était son autonomie. Il m'a dit 2h30. J'étais content parce que moi j'arrive à 3h. Le naufrage. Une anomalie normale. Une anomalie normale. Ça, c'est Jean Kelevitch. C'est fort. Et alors moi, je suis assez d'accord avec tout ça. Et on verra tout à l'heure comment essayer de s'en défendre. Mais par contre, je ne suis pas d'accord pour ça et pour bien d'autres choses avec Simone de Beauvoir. Le vieillissement, dit-elle, c'est un déni de la vie. Qui est d'accord avec ça? Quelques jeunes peut-être, mais pas les vieux. Un déni de la vie. Arriver à formuler ça. Le vieillissement, c'est un déni de la vie. Alors, les anciens nous ont appris que toute notre vie, on apprend à vivre, mais ils disent aussi que toute notre vie, on apprend à mourir. Et on en a eu plusieurs exemples depuis hier.
Et le médecin que je suis, on ne sait pas grand-chose comme médecin. On n'a aucune certitude. On a quelques idées, mais une de ces idées qui m'habite, c'est qu'on ne guérit jamais de rien. Méfiez-vous des médecins qui vont vous dire qu'ils peuvent vous guérir. On ne guérit jamais de rien. Et le médecin que je suis, et l'homme âgé que je suis, c'est aussi que nous sommes tous des balafrés de la vie. On a nos cicatrices, certaines visibles, d'autres très intimes. Ces cicatrices nous fragilisent toute notre vie. Et j'ai souvenir, dans mon travail, je vais souvent au Liban, de cette femme qui dirige une clinique universitaire, une femme solide, rationnelle, intelligente, un pétard fait bruit lancé par un enfant à côté de la clinique, et cette femme s'allonge alors que nous étions en entretien. Elle a vécu 10 ans de guerre civile à Beyrouth, qui a fait de Beyrouth un substantif. On disait c'est Beyrouth pour dire la catastrophe, pour dire la destruction, pour dire la souffrance et la mort. Alors, on ne guérit jamais de rien. Et dans Macbeth, vous savez cette phrase incroyable. What is done cannot be undone. Ce qui a été fait ne peut pas être pas fait. Et si on réfléchit, chacun d'entre nous, on sait qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'on aimerait bien qu'elles n'aient pas été faites. Et pourtant, elles sont là et elles font balafre. Elles font balafre jusqu'à la fin. Alors, ça nous introduit tout ça à ce difficile chemin qui est celui du vieillir. Des petites morts répétées, des minuscules trépas, de degré en degré, pour reprendre la formulation de Montaigne, de degré en degré, cette marche dans le fracas de la vie, c'est là que la mort chemine discrètement, enlevant un morceau, puis un autre. Effectivement, si on veut émerger de ce cheminement, on est obligé de faire un travail de deuil itératif. Dès qu'on a fait le travail de deuil pour quelque chose, le travail de deuil pour la beauté de la chevelure luxuriante, bien colorée, qui disparaît, le travail de deuil pour une dentition blanche et solide, le travail de deuil d'une vision efficace. Moi, ma vision n'a jamais été efficace, mais je peux vous dire qu'en vieillissant, mes voitures ressemblent très vite à des compressions de César. Il faut assumer, il faut faire le deuil de ça. Soit la carrosserie impeccable, soit l'absence de conduite. La puissance physique. On a tous essayé de courir avec nos petits-enfants, du moins ceux qui en ont. Je vais raconter une histoire. On était sur notre bateau et je dis à mes petits-enfants, vous allez voir, je vais vous apprendre le saut de l'ange. Confiant, je me lance sur le pont, une espèce d'envolée christique, là, et une chute déplorable.
C'était il y a 5-6 ans, ça. Il me le rappelle encore. Alors, le deuil aussi de la puissance physique, de la puissance sexuelle. Et vous savez que les hommes sont particulièrement fragiles à ce niveau. Donc il faut en tenir compte, mesdames, qui vivez avec un homme qui a un de ces deuils-là. L'élasticité de la peau. C'est Souchon qui dit « À partir de 30 ans, on ne peut plus compter sur l'élasticité de la peau ». Et Marguerite Duras a, je ne sais plus dans quel ouvrage, mais j'ai retenu la phrase parce qu'elle était tout à fait extraordinaire, une phrase approchée. À partir de 18 ans, mon visage est parti dans des directions incertaines. Il faut faire le deuil de tout ça. Et parfois, devant cet épuisement progressif des possibles, on a des attitudes de défense qui vont devenir des engagements psychiatriques, névrotiques au minimum. Peut-être, je ne les donnerai pas tous, mais bon, il y a la phobie, on reste chez soi, on n'ose plus marcher, on n'ose plus. Et moins on marche, plus on risque de tomber, etc. Vous voyez les cercles vicieux qui s'installent. On a peur de parler, parce que le mot juste vient moins facilement. Un de nos orateurs hier a eu ce petit trou que Lacan qualifie d'abîme du sujet. Quand vous parlez et que le mot manque, c'est l'abîme, plus ou moins grand. Pour le moment, il m'a été épargné, mais ça viendra. Peur de ce pouvoir de séduction que l'on avait, que l'on a moins, quels que soient les outils utilisés pour la séduction. Ça peut être le physique, ça peut être la force musculaire, ça peut être l'intelligence, ça peut être l'éloquence. Tout ça s'en va, plus ou moins. Et on est alors dans un état de fragilité qui prépare à la mort, qui prépare le corps à la mort. Et évidemment, ça a été médicalisé, cette histoire. Le concept de fragilité. C'est très beau, le concept de fragilité. Voilà le processus de vieillissement en bas, en bleu, là. Et alors, on a une marche silencieuse dont on n'est absolument pas conscient, qui est la diminution des réserves physiologiques. Capacité respiratoire, capacité cardiaque, sarcopénie. Ça ne veut pas dire le manque de sarco. Sarkos, en grec, c'est la chair. Pénis, le manque, c'est l'atrophie musculaire. On n'y peut rien. Même les musculopathes qui soulèvent de la fonte plusieurs fois par semaine verront les muscles diminuer. Cette diminution des réserves physiologiques commence alors qu'on est tout à fait normal. Et ensuite, il y a un état qui est celui de pré-fragilité. On commence à se plaindre, mais légèrement, quoi. Et si on se plaint à un médecin ou à un conjoint, on reçoit un silence méprisant. Puis apparaissent les premiers symptômes. C'est l'état de fragilité. Et alors, là, si on agit ici, on peut revenir après fragile
et anormal. Alors, je n'ai pas mis de guillemets anormal, mais dans ma tête, il y a toujours des guillemets anormal. Et évidemment, ça aboutit, si on laisse faire les choses, au handicap, à la dépendance et à la mort. Alors, quand on conçoit, quand on réfléchit un peu sur le vieillissement, il faut utiliser la dialectique du chronos et du kairos. Le chronos, c'est le temps de l'horloge, minute après minute, heure après heure. Le kairos, c'est le temps opportun ou le temps de l'occasion, le temps à saisir, j'allais dire. Et alors, Yankelevitch écrit dans un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle « La mort ». Le titre n'est pas très attractif, mais il est intéressant. La transformation continue de l'organisme se révèle à la conscience de loin en loin, c'est-à-dire par à-coups et saccades. Le vieillissement est graduel, mais la conscience qu'on en prend ne l'est pas. Et alors il parle de ce qu'il a appelé la réalisation, c'est-à-dire la prise de conscience et la prise au sérieux de cette histoire-là. Un matin, j'étais dans ma salle de bain, mon fils arrive. Et je le vois stupéfait s'arrêter. Il me dit « Mais papa, tu ressembles de plus en plus à Panou. » Panou, c'était mon père. Pour moi, ça fait kairos, cette histoire. Parce qu'effectivement, j'ai regardé la sarcopénie, la tendance à se voûter ici, la calvitie, pourtant on est quand même relativement bien servi, la calvitie qui commence à pointer. Alors j'ai pris un miroir, j'ai regardé derrière. Et voilà. Tu ressembles de plus en plus à ton père. Et effectivement, je ne l'avais jamais vu, mais là, je l'ai vu. J'ai même presque discuté avec mon père qui était en face de moi sur le miroir. Deux amis qui m'ont raconté des histoires du même type. Un ami très fringant, c'est senior, actif. Alors moi, je ne dis pas senior, là, c'est par moquerie que je dis senior, je dis vieux. C'est vieux, actif. Peut-être était-il ce jour-là plus fatigué que d'habitude. Il rentre dans le tram et il y a un jeune homme qui lui dit « Monsieur, prenez ma place ». D'abord, double étonnement qu'un jeune homme ait ce comportement à l'heure actuelle, c'est plutôt rare, mais lui, ça a été un traumatisme phénoménal, cette histoire. Phénoménal. Cet autre ami, mais sur le forme humoristique, qui me dit « Mais j'ai rencontré machin, qu'est-ce qu'il a vieilli, il ne m'a pas reconnu. » Alors, le regard de l'autre nous fait parfois saisir le kairos. Et si on est attentif, après ce regard de l'autre qui nous a bousculés, qui nous a fait saisir ce qui se passe vraiment, il y a des moyens de continuer à progresser. Mais par contre, on peut être dans le déni, la fuite en avant. On fait des croisières, on s'habille en jeune, on met des robes qui tournent pour les femmes d'un certain âge. Et alors, l'autre jour, on est allé manger chez des amis, et une de nos amies, et vous savez qu'il y a une ségrégation par l'âge très souvent, hein, on avait tous à peu près le même âge, et elle avait une très jolie robe. Alors, je lui dis, c'est une robe qui tourne. Et elle me dit, mais oui. Alors, elle essaye de tourner, et oh, c'était comme mon saut de l'ange. Hein.
cette fuite en avant. Et cette même amie utilise le Botox et l'acide hyaluronique. Jacques me dira si... Mais comme c'est son travail, il le défendra peut-être, de façon habituelle et excessive, au point que son mari nous a dit « mais un matin, je ne vais plus la reconnaître ». Mais effectivement, son visage ressemble à ce qu'avait évoqué Marguerite Duras. Alors il y en a d'autres qui se débrouillent mieux. Vous connaissez toute cette série d'autoportraits de Rembrandt, qui, du jeune homme fringant, au regard fier, à la tête rejetée en arrière, et on va vers ce vieillard aux cheveux blanchis, à l'embonpoint évident, mais avec une certaine sérénité. Et il a eu ce courage de se confronter à cette image, de la voir évoluer et fidèlement reproduite. Alors, effectivement, c'est un montage. Hein. Le vieillissement, déjà marqué ici, c'est quelques années après, s'est accentué. Que faire? On peut utiliser, si on ne croit pas à la guérison, on peut utiliser certaines techniques qui permettent de donner une meilleure image de soi. C'est surtout utile quand on se regarde le matin. Mais là, ceux-là, qui sont pris dans le piège, là, ils sont piégés tous. Qui trompe qui? Ils se trompent entre eux, ils se trompent eux-mêmes. Vous n'allez pas me dire que tout cela, à l'âge qu'ils ont, ils n'ont pas mal. Vous savez ce que dit Woody Allen? Si un matin, alors c'est pas très politiquement correct de parler de Woody Allen, mais c'est à dessein que je le fais. Parce que le politiquement correct nous tue. Woody Allen, il dit, si un matin vous vous réveillez et que vous n'avez mal nulle part, c'est que vous êtes mort. C'est pour ça que je demande à mon épouse tous les matins si elle a mal quelque part. Elle n'est pas morte depuis quelque temps. Là, on peut aboutir à des extrêmes en se trompant soi-même. Je passerai sur les extrêmes. Par contre, il y a des gens qui arrivent à mieux assumer cette mort par petits morceaux. Vous voyez, ça, c'est un scanner qui montre qu'il y a un accident vasculaire cérébral et que ça a entraîné des difficultés, en particulier pour ce patient italien, puisque vous voyez, il demande dove la sinistra, hein? Où est la gauche? Ce n'était pas un dessin politique. Hein? Où est la gauche? Et on le voit un peu déséquilibré dans sa marche. Cet homme-là, c'est Fellini. Et ce scanner, c'est celui de Fellini. Et après ça, malgré cette petite mort dans son cerveau, il est resté créatif. En voilà un autre, de Koenig, un peintre magnifique de l'abstraction américaine avec les Pollock, Motherwood, enfin, et des dizaines, atteint d'une maladie d'Alzheimer, qui a continué à peindre, à créer jusqu'à sa mort. Alors, en fait, le difficile, c'est de vivre en bonne intelligence avec ce corps qui se meurt. Le vieillissement est un mode d'être qui garde son épaisseur vitale. Alors ça, c'est Jean Kelevitch aussi qui disait ça. Le présent d'un sujet âgé est aussi dense que le présent d'un sujet jeune, mais il est différent.
Et ça, il me semble que c'est une voie qui va vers la résilience. Résilience somatique, résilience psychologique, résilience cognitive. Là encore, c'est dans un autre livre de Yankelevitch. Il dit « Il faut s'enfoncer avec délice dans l'épaisseur réjouissante du présent. » Et là, chez les sujets âgés qui réussissent à maîtriser ces morts par morceaux, ce sont des sujets qui arrivent à s'inscrire dans la temporalité et à faire du présent l'élément le plus fort de leur existence et pas le passé avec le piège de la nostalgie. S'enfoncer avec délice dans l'épaisseur réjouissante du présent. Et alors, j'ai noté là qu'il faut essayer d'avoir une jubilation itérative. La jubilation en espagnol, je crois que ça veut dire la retraite. C'est un plus joli mot que retraite. Alors, ce que j'essaye de faire, c'est ça, d'avoir la jubilation itérative. Et on a des tas d'occasions. Quand je suis sorti de chez moi pour venir ici, il y avait un ciel languedocien magnifique. J'ai jubilé. Et je terminerai par cette chanson de Reggiani, Le temps qui reste. Alors j'ai noté que quelques vers de cette chanson. Je l'aime tant, le temps qui reste. Je veux rire, courir, pleurer, parler, et voir, et croire, et boire, danser, crier, manger, nager, bondir, désobéir. J'ai pas fini, j'ai pas fini. Et là, il y a deux mots qui me plaisent. C'est croire et désobéir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Et c'était une boucle, puisque hier, en introduction, nous l'avons écouté, Reggiani, dans cette chanson « Le temps qui reste ». Oui. Et quand tu as parlé du fait que nous étions tous des balafrés et qu'il y avait tout ce travail de résilience à faire, ça me fait penser à un objet que j'adore, qui s'appelle le kintsugi. Le kintsugi est généralement une poterie. L'histoire vient d'un prince chinois qui avait reçu en cadeau du Japon une très belle coupe. Un de ses serviteurs l'a brisée. Il y tenait tout particulièrement. Il a demandé à des artisans chinois de réparer cette coupe. Ils l'ont fait malheureusement de façon grossière en mettant des agrafes. Bref, ça ne lui convenait pas, donc il a renvoyé au Japon et a demandé à ce qu'elle soit réparée. Et là-bas, ils ont un procédé de colle dans lequel ils incrustent soit de la poussière d'or, soit de la poussière d'argent, soit rien. Et lorsqu'on intègre de la poussière d'or et que l'on recolle, on a un objet que l'on appelle un kintsugi, qui est l'objet qui a été brisé, qui a été balafré, et que l'on a reconstruit par résilience, par travail sur soi pour, de ces pertes, faire quelque chose. Et on obtient un objet qui est encore plus beau avec ses cicatrices, avec ses traces de réparation. On peut être cassé, à nous de nous réparer et de nous donner cette patine de la vie qui fera de nous des belles gens. Et j'adore le kintsugi. Maintenant, si je peux te répondre, il y a la beauté des objets cassés. Et vous savez, tous qu'au début, le symbole, c'est un objet cassé dont chacun a un morceau. Pour se retrouver. Je viens avec, symbole. Je viens avec pour me faire reconnaître. Et donc, c'est difficile parfois, lorsqu'on casse un objet qu'on aime, de le faire réparer. Et que peut-être ce qui serait plus intéressant, c'est de donner la moitié de cet objet cassé à un homme ou une femme qu'on aime. Tout à fait beau, mais peut-être pour se retrouver, se reconnaître et recoller. Merci. Est-ce qu'il y a des questions
En fait, je voulais juste avoir votre regard sur le culte du jeunisme. Ah, le culte du jeunisme. Alors, je n'ai pas de position bien arrêtée. Si on fait des sacrifices au Dieu jeune, on perd sa liberté, son identité, sa dignité. Mais je pense qu'on a une responsabilité par rapport aux autres dans la façon dont on se présente. Le culte du jeunisme est un piège. C'est voué à l'échec. On ne sera jamais jeune, même si on met une robe, une jupe qui tourne. Si on essaye de la faire tourner, on se casse la gueule. Même si on pense qu'on va apprendre le sceau de l'ange à ses petits-enfants, voilà, on se casse la gueule. Et heureusement que quand c'est avec des amis et des petits-enfants, là, il y a l'amour et l'amitié qui vient abraser les conséquences éventuellement négatives de tout ça. Mais je crois que c'est un des pièges. Quand on est dans le déni de son âge, on va adorer l'idole jeune. Et ça ne peut entraîner, à mon sens, que des blessures supplémentaires. Je reprendrai cet après-midi dans mon intervention beaucoup de choses par rapport au jeunisme. Mais il y a une phrase de Woody Allen, puisque vous l'avez citée, je vous en donne une autre, qui dit « Je ne me regarde plus jamais dans la glace parce que c'est désespérant. Je regarde à l'intérieur de moi parce qu'à l'intérieur, je suis jeune. » Oui, oui. Et vous savez, quand dans un cours de médecine sur le vieillissement, on me demande quelle est la définition du vieillissement. Mais il n'y en a pas. Et la seule que j'ai trouvée pertinente, c'est quand on n'a plus de projet. Quand on n'a plus de projet, on est vieux. Si vous prenez toutes les autres définitions, par exemple la dopamine, qui est le neuromédiateur du plaisir, de l'énergie, de la créativité, est-ce que vous savez, ça monte comme ça, à quel âge ça chute comme ça? Vous avez une idée? 17 ans. Donc on serait vieux à 17 ans? Non. Si vous prenez la masse musculaire, c'est pareil, ça chute à partir de 30 ans, 35 ans. Et c'est vraiment, pour moi, c'est la définition qui me paraît la plus pertinente. Quand on n'a plus de projet, on est vieux. Et là, on est tous jeunes. Hein? On est des jeunes vieux ou des... Oui, des jeunes vieux. Ou des vieux jeunes, plutôt. Merci beaucoup.